Salut à tutti, à tutte et à tutti, bienvenue pour cette stonde que nous avons aujourd'hui le plaisir de partager avec Laurence Moscardini. Je me permets de vous présenter brièvement. Laurence Moscardini, vous êtes psychologue et docteur en psychologie. Vous avez été formé à l'université d'Aix-Marseille, puis à Paris 8, où vous avez donc obtenu votre doctorat. Vous avez enseigné à l'université de Paris 10 et vous êtes aujourd'hui chercheur associé au laboratoire CHART, qui signifie donc cognition humaine et artificielle, ainsi qu'au laboratoire connu dans ce domaine, Lutin, laboratoire des usages technologiques de l'information numérique. Et vous êtes par ailleurs psychologue à Bastia. Alors, un sujet qui, je dirais, est censé se trouver au cœur des préoccupations universitaires, c'est l'expertise. On dit très souvent que, et à juste titre, que les universitaires appartiennent au domaine des experts. C'est d'ailleurs pour cela qu'on les sollicite très souvent en dehors de leur champ d'intervention purement académique. Vous allez nous présenter les processus en lien avec la psychologie qui mènent au statut de l'expert, du moins au statut cognitif. Justement, j'emploie cet adjectif parce que dans un premier temps, je souhaiterais que vous nous présentiez brièvement votre discipline, à savoir la psychologie cognitive. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, avant de répondre à la question, donc, comment devient-on expert, juste pour commencer, déjà une petite question d'étymologie sur le terme de psychologie. Donc, qui veut simplement dire, la psychologie, c'est la science, c'est-à-dire l'étude de l'esprit humain, même animal. Donc, la psychologie étudie les faits psychiques, les comportements et les processus mentaux, et c'est une discipline qui appartient aux sciences humaines. Donc, quand on entame des études de psychologie, on a affaire à plusieurs grands domaines de la psychologie, et en général, le domaine le plus connu de la psychologie, c'est la psychologie clinique. Donc, la psychologie clinique, c'est l'étude des grandes pathologies, de la dépression, des névroses, par exemple, des psychoses, etc. Le but du psychologue clinicien, évidemment, est de permettre aux patients d'atteindre un arrêt de ses souffrances psychiques. Ensuite, il y a la psychologie sociale aussi, qui est assez connue, où là, par exemple, on va étudier la façon dont les pensées, les comportements de l'individu sont influencés par le groupe. Puis la psychologie du développement, où on étudie l'homme, ses évolutions cognitives, on verra après ce que ça veut dire, donc ces évolutions psychiques de la naissance jusqu'au vieillissement, etc. Puis la psychologie différentielle, qui elle étudie les différences interindividuelles. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la psychologie cognitive, qui étudie en fait la mémoire, le langage, le raisonnement, l'intelligence, l'attention, etc. Donc, toutes ces grandes fonctions cognitives, comment l'homme apprend, c'est-à-dire comment l'humain, va traiter l'information. Et comment pourrait-on dire l'homme apprend à apprendre? Et comment l'homme apprend à apprendre, exactement. Donc, je vais faire juste une parenthèse par rapport à ça. Donc, puisque ça nous concerne aujourd'hui, la psychologie cognitive, il y a plusieurs sous-disciplines après. Donc, une discipline qui est née, c'est l'ergonomie cognitive, où là, je parle de ça parce que je suis aussi ergonome. Hein, donc, l'ergonomie cognitive est née de la psychologie cognitive, où l'ergonomie, en fait, s'attache à étudier l'interaction entre l'homme et la machine. Alors la machine, c'est très vaste, hein, ça peut être une interface comme un site internet, un logiciel de travail, etc. Par exemple, les aiguilleurs du ciel ont une interface assez compliquée, etc. Donc doivent gérer plusieurs choses. Donc l'ergonome est là pour étudier cette interaction entre l'homme et la machine et adapter la machine à l'utilisateur, donc à l'homme. Donc ça peut être un site e-commerce, une application smartphone, etc. Donc c'est très très vaste. Voilà. Donc là c'est l'ergonomie cognitive, hein, qui est de plus en plus connue. Pourquoi? Tout simplement parce que dans la société aujourd'hui, il y a de plus en plus de numérisation des systèmes. Donc l'ergonome a de plus en plus sa place dans plusieurs contextes. Nous n'en doutons pas.
Voilà. Donc, la parenthèse est fermée. On va venir vraiment à la question de la conférence, qui est comment devient-on expert? Donc, juste une parenthèse encore une fois, psychologie cognitive, qu'est-ce que ça veut dire cognitif? Ça veut simplement dire, ça renvoie en fait à l'ensemble des processus mentaux qui sont liés à la connaissance, hein. Donc un petit peu comme on a vu tout à l'heure, comment on acquiert la connaissance, etc., comment on la mémorise, comment on travaille avec, etc. Des processus, corrigez-moi si je me trompe, aussi bien conscients qu'automatiques. Exactement, conscient que automatique, qu'on appelle aussi... Et non pas inconscients. Tout à fait, on parle d'automatique, on parle aussi de non conscient, pour ne pas dire inconscient, mais voilà, on l'emploie. Ne pas empiéter sur le lexique technique d'une autre discipline. Tout à fait, par rapport à la psychanalyse, donc on ne parle pas du même processus inconscient, hein, mais voilà, on parle de non conscient pour ne pas confondre, tout simplement. Donc, le but de la psychologie cognitive, c'est de comprendre l'acquisition, l'organisation et l'utilisation de nos connaissances. Donc, c'est l'étude des processus mentaux qui sous-tendent nos activités quotidiennes. Donc, par exemple, on a dans de nombreux domaines, comme la musique, le sport, les échecs, comme on va voir aujourd'hui, donc les jeux d'échecs, certains individus ont des performances qui vont forcer l'admiration. Par exemple, des grands maîtres des jeux d'échecs qui sont capables, par exemple, de jouer simultanément plusieurs parties et de les gagner. Ou certains grands joueurs d'échecs qui sont capables de jouer contre un ordinateur très puissant, etc., qui sont capables évidemment de gagner face à l'ordinateur. Donc là, en général, on parle de capacités hors normes. Donc là, on les appelle les grands maîtres des jeux d'échecs, etc. Ces capacités sont le constat, je dirais, l'issue d'un processus. Et vous allez donc en amont, remonter, je dirais, jusqu'à la source de l'étude des processus qui permettent de conclure que certains individus ont des capacités. Mais pour en fait comprendre ça, il faut étudier en fait l'expert. Donc en général, on choisit un domaine. Donc là, il y a eu beaucoup d'études sur les jeux d'échecs. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour bien comprendre comment l'expert est devenu expert, on va aussi étudier le novice. Qu'est-ce qui différencie le novice de l'expert? Donc ces travaux-là ont permis vraiment de mettre en évidence cette différence entre novice et expert. Et on se rend compte, c'est ce qu'on va voir après, c'est qu'année après année de pratique, ce qui différencie l'expert et le novice, c'est surtout des changements d'un point de vue qualitatif et pas quantitatif. Ce n'est pas qu'une question d'augmentation du nombre des connaissances, hein. Il se passe vraiment quelque chose d'un point de vue cognitif chez l'expert. Une forme d'optimisation du processus ou de l'approche je dirais, du corpus de données. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il a un corpus de données comme le novice, hein, qui débute dans les jeux d'échecs, hein, il connaît les règles, etc. etc. Et l'expert, année après année, effectivement, c'est le terme que vous avez employé, c'est une optimisation des données en fait, acquises. Et on va voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire, une optimisation de ces données en mémoire. Donc, pour bien comprendre l'évolution de ces capacités cognitives avec l'acquisition d'une expertise dans un domaine, il est d'abord nécessaire de réaliser que l'humain, qu'il soit expert ou novice dans un domaine, fonctionne complètement différemment d'un ordinateur. Il ne raisonne pas comme un ordinateur. Quand il doit résoudre un problème, il ne fonctionne pas du tout comme un ordinateur. Alors, je me permets de vous interrompre très brièvement. En quelque sorte, on pourrait dire que nous ne fonctionnons pas comme un ordinateur. Pouvons-nous dire donc que nous ne fonctionnons pas de manière logique? Alors exactement, effectivement, on s'est rendu compte que l'humain, des expériences en psychologie cognitive, hein, ont montré que l'humain ne fonctionnait pas, ne raisonnait pas de manière logique. Expliquez-nous. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, il y a eu juste une parenthèse sur ça, parce qu'il y a eu quand même un psychologue qui a eu un prix Nobel d'économie, donc c'est Daniel Kahneman, qui en fait, par ses expériences, a montré effectivement qu'il y avait ce caractère non logique du raisonnement humain. Donc il a appliqué des expériences de psychologie cognitive au domaine de l'économie, et il a mis en avant le fait qu'il soit expert ou novice, hein, l'humain, dans ces cas-là, quand il prend des décisions, en fait, il ne va pas utiliser un raisonnement logique. Souvent, ces décisions sont entachées d'erreurs de raisonnement.
Donc voilà, ça lui a valu d'ailleurs d'avoir le prix Nobel d'économie en 2002. Et alors, qu'en est-il par exemple de ceux qui programment les machines de type ordinateur? Ces programmateurs Oui. qui sont censés développer L'intelligence artificielle, oui. Donc, à l'origine, le programmateur est humain. Arrive-t-il à penser de manière inhumaine, si j'ose dire, pour pouvoir ensuite programmer un ordinateur? Oui, en fait, il va se faire. On fait la métaphore avec le cerveau humain, etc. Mais effectivement, quand il programme, enfin un développeur, quand il va faire s'écrire ses algorithmes, etc., va vraiment utiliser un langage. Donc le langage informatique, il va s'adapter à l'ordinateur, parce que c'est l'ordinateur qui va raisonner, mais avec effectivement ces algorithmes-là, qui ressemblent plus ou moins à un raisonnement humain, mais effectivement. Contrairement à l'ordinateur, comme on a vu, l'humain ne raisonne pas de manière logique. Le mot d'adaptation, hein, l'esprit humain, je dirais, donc, comme vous l'avez dit, s'adapte aux circonstances ou aux données, ce qui en fait quelque chose de pas nécessairement logique. Oui. D'accord. Voilà. Juste pour illustrer ce propos sur le caractère non logique du raisonnement, parce que ça paraît peut-être un peu fou, c'est un peu une idée je sais pas, étonnante en tout cas. Oui, c'est étonnant. On va essayer d'illustrer ce propos-là. Donc, je vais vous proposer, en fait, de résoudre un problème, tout simplement. Donc, c'était le problème. Voilà, vous voyez cette diapositive. En fait, il y a 4 cartes, des cartes à jouer, en fait. Donc, sur ces 4 cartes-là, sur chacune des faces, il y a un chiffre et de l'autre côté, il y a une lettre. D'accord? Donc, les 2 premières cartes, il y a une lettre, donc on suppose que derrière, il y a un chiffre. Et inversement, les 2 dernières cartes, 7 et 2, on suppose qu'il y a une lettre derrière. Donc, il y a une règle qui est écrite au tableau. Donc, s'il y a une voyelle sur un côté d'une carte, il y a donc un chiffre pair sur l'autre face. Donc, s'il y a une voyelle sur un côté d'une carte, il y a donc un chiffre pair sur l'autre face. Souhaitons-nous proposer l'expérience au public? Oui, et à vous, Mathieu, aussi. Alors, bien évidemment, je suis l'interface du public. Voilà, donc je vais vous poser, donc, concrètement, quelles sont les cartes à retourner pour savoir si la règle est vraie ou fausse, sachant qu'il faut retourner le moins de cartes possible. Donc, réfléchissez déjà. Après, je vais vous demander la réponse. Donc, quelles sont les cartes à retourner? Alors la A. On nous dit la A. Oui. Une deuxième carte, peut-être? La 2. Vous diriez la 2 aussi? La A et la 2? Qui a répondu la A et la 2? Si vous pouvez lever la main pour que je comprenne. Je me joins au public. Ah, vous aussi, vous Je joue le jeu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui a répondu A et 7. Personne. C'est pas étonnant, mais la vraie réponse est A et 7. On va voir pourquoi. Donc pourquoi, en fait? Juste pour information, c'est une expérience en fait qui a été inventée par le chercheur Peter Wason, donc en 68. Donc cette tâche en fait des cartes à jouer s'appelle la tâche de Wason, qui est assez connue en psychologie cognitive. C'est une tâche en fait c'est une situation de raisonnement conditionnel. Je ne rentre pas dans les détails. C'est une situation de raisonnement, tout simplement, qui met en jeu le connecteur logique de l'implication. Si alors. On verra après pourquoi je vous dis tout ça. Ce qui s'apparenterait un peu à ce qu'on appelle le syllogisme. Exactement. En logique. Exactement. D'accord. Donc, connecteur logique de l'implication, si, alors, s'il y a une voyelle d'un côté d'une carte, alors il y a donc un chiffre pair de l'autre côté. Donc, lui, Peter Wason, a soumis cette tâche à des étudiants de l'université d'Édimbourg et il a observé que la moitié des étudiants répondaient, comme vous, en fait, répondaient les cartes A et 2, qu'il fallait retourner les cartes A et 2 pour vérifier la règle. Et en fait, seulement 7% ont répondu carte A et 7, qui est en fait la seule bonne réponse. La question, donc là ça vient illustrer le propos qu'on disait tout à l'heure, c'est le caractère non logique du raisonnement humain. Donc effectivement, si on répond A et 2, c'est pas la bonne réponse et c'est pas logique. Pourquoi? Donc, pour savoir si la règle est vraie,
il faut identifier les cartes qui permettent de la réfuter. Donc, chercher le contre-exemple. D'accord? Donc, on va retourner la carte A pour être sûr qu'il y a bien un chiffre pair derrière, et la carte 7 pour être certain qu'il n'y a pas de voyelle derrière. Ce sont les deux seuls cas, en fait, où la règle peut être fausse. C'est-à-dire la carte A représentant l'application directe de la règle et la fameuse carte 7, la vérification du contre-exemple. Exactement. Exactement. Donc pour la que tout le monde comprenne. Voilà. L'interprétation des résultats, c'est-à-dire pourquoi 7% et pourquoi plus de 50% de mauvaises réponses, là est la question en fait, pourquoi les participants retournent en majorité A et 2? C'est parce qu'ils cherchent à confirmer la règle au lieu de la réfuter. Double confirmation en fait. Voilà, ils cherchent effectivement à confirmer la règle plutôt que de la réfuter. C'est ce qu'on appelle un biais de confirmation, c'est vraiment une erreur de raisonnement. Dans la logique pure, on appelle ça une erreur de raisonnement. Hein. Et ça donc c'est une manifestation caractéristique du raisonnement humain? Tout à fait. Ce que ne ferait pas l'ordinateur. Voilà, exactement. En théorie. Exactement. Donc, et aussi, ils retournent, les personnes ont tendance à retourner A et 2 parce qu'ils font aussi ce qu'on appelle un biais d'appariement. Ça veut dire qu'en fait, dans la règle, on voit qu'il y a voyelle et chiffre pair. Donc, en fait, on ne va pas s'embêter, on va retourner A et le chiffre pair, donc le 2, tout simplement. D'accord? Ce qu'on appelle un biais d'appariement, donc une erreur de raisonnement aussi. Et en plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une tâche, une situation de raisonnement qui met en jeu le connecteur logique si, alors. Eh bien, en fait, les participants ont interprété l'implication comme une double implication, c'est-à-dire qu'ils vont interpréter le si, alors comme un si et seulement si voyelles, alors chiffre pair, d'où l'erreur. Or, à aucun moment la règle ne spécifie que le chiffre pair est obligatoirement associé à une voyelle. Qu'il y ait une consonne, par exemple, avec un chiffre pair ne va pas invalider la règle. D'accord ? On va revenir dessus après. Je vais vous proposer juste, parce que même quand on explique, c'est pas facile à comprendre. Hein. Je ne sais pas si vous suivez. Mais... J'ai l'impression que c'est bon. Oui. Mais c'est pas simple. C'est pas simple, hein, parce que on a vu que l'humain avait des difficultés avec le raisonnement logique. Donc même avec l'explication, les résultats, on se dit encore... Même moi, quand je prépare la conférence, à chaque fois, je suis obligée de re-raisonner, de prendre le temps de comprendre pourquoi, parce que c'est pas simple. On va voir pourquoi c'est pas simple. Parce que si je mets une règle, donc une situation familière, pardon, si au lieu de mettre des chiffres et des lettres, je mets une situation familière comme celle-ci, donc on regarde les cartes au tableau. Donc là, on a première carte, hein, permis, ensuite on n'a pas permis, 15 ans et 20 ans. Si tu as le permis de conduire, alors tu as plus de 18 ans. Qu'est-ce que vous allez retourner là, dans ces cas-là, les deux cartes pour vérifier si cette règle est vraie ou fausse? C'est exactement la même tâche que tout à l'heure. Dans un premier temps, il faudrait procéder à la vérification du principe énoncé dans la citation entre guillemets, si j'ai bien compris. Dans un second temps, vous vérifiez par le biais de la réfutation. Exactement. Donc, si je suis cette logique-là, je retourne la carte permis et normalement, puisque derrière on a l'âge de la personne qui a le permis, on a quelqu'un qui a plus de 18 ans. D'accord ? En revanche, pour être sûr que toutes les cartes suivent la règle, je vais aller tourner la carte de 15 ans. Tout simplement pourquoi là, c'est une situation familière. On n'a pas de difficulté à comprendre, parce qu'on sait qu'à 15 ans, on n'a pas intérêt à avoir le permis parce que c'est illégal. D'accord ? À 20 ans, je ne vais pas retourner la carte parce qu'on peut ne pas avoir le permis, c'est pas grave. D'accord ? C'est pas illégal. Donc c'est une situation familière. L'humain, en fait, a une difficulté à raisonner de manière abstraite, comme on l'a vu tout à l'heure, puisque c'est exactement la même tâche. Mais là, c'est pas du tout une situation familière. On est rarement confronté à des cartes, etc., à se poser ce genre de questions. En revanche, là, c'est beaucoup plus simple. Et donc, quel est le pourcentage de réussite à ce test? Alors, en fait, ici, si on fait passer le test, il a été passé par Johnson, Laird et Byrne en 72, comme c'est une situation très familière, il y a plus de 80% de réussite. D'accord ? Contrairement à l'autre, il y avait 7%, seulement 7% de réussite. Donc, 10 fois plus. Plus de exactement. 10 fois plus. Ce qui prouve bien que
en tout cas, ça illustre bien ici, dans ce cas-là, que l'humain a des difficultés à raisonner de manière logique. Si donc on considère que l'on associe le raisonnement logique à une capacité d'abstraction. Oui, ça on verra. On y reviendra, on y reviendra après. plus tard, je pense. Tout à fait. Donc comme je vous disais, donc là, pour revenir juste à la tâche de Weyson avec les cartes qui nous intéressent, il y a une explication aussi, donc je vais revenir sur l'explication du pourquoi il y a si peu de réussites. Donc pourquoi tant d'erreurs? Donc selon Weyson, c'est la difficulté aussi à raisonner donc de manière abstraite, on l'a dit, et c'est plus simple avec des connaissances liées à un contexte. Mais aussi cela tient à ce que les humains ont tendance systématiquement à préférer confirmer leurs hypothèses. Donc on va retourner A et 2. En dépit peut-être de ce que la logique leur imposerait comme unique vérité. Exactement. Ils vont aller confirmer l'hypothèse plutôt que de tenter de les infirmer. Donc, créer une erreur de raisonnement. Et je prends juste les propos de Francis Bacon, le philosophe, qui disait en 1620 déjà à l'époque, que lorsque l'humain s'est forgé une opinion, il met tout en œuvre pour la conforter, quant à ignorer même les situations susceptibles de la remettre en cause. Donc là, ça illustre bien ce phénomène-là. Hein. C'est le vaste et complexe héritage de l'opinion, hein, si on peut dire, qui remonte jusqu'au sort que lui en a fait Platon. Mais la formule que vous avez prononcée, donc se forger une opinion, était intéressante dans la mesure où l'idée de forger peut impliquer l'idée d'une adaptation, d'une subjectivité dans la fabrication d'un objet. On forge toujours quelque chose de manière particulière pour répondre à un besoin, et la main du forgeron, je dirais, implique en quelque sorte des définitions qui ne relèvent pas forcément de la pure logique ou de la pure technique. Hein. Oui. Il y a l'idée de la touche humaine de l'objet. Donc, l'homme serait prêt à consolider sa propre opinion, mais ça ne l'empêche pas malgré tout de devenir un expert. Exactement, et d'avoir des capacités hors normes, comme on l'a vu tout à l'heure. Comment est-ce possible, donc, malgré les circonstances, l'expertise est possible? C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir de suite, hein, parce qu'on a vu que, on va voir que dans certains domaines, les humains fonctionnent de manière très efficiente, ils n'ont aucun problème, hein, etc. On va voir pourquoi. Parce qu'en fait, au cours de leur vie, de leur pratique dans certains domaines, ils vont développer des connaissances spécifiques, ce qui va leur permettre en fait de contourner ces limites, leurs propres limites avec la logique. Ils vont les contourner, etc. De nouveau, l'idée d'une adaptation, donc. Exactement. Contournement et Ils vont développer des stratégies, en fait. C'est très, très ancien comme idée. Hein. Ça renvoie peut-être même à ce bon Ulysse, hein, oui, dont on a déjà pu parler ici. Tout à fait. Donc, là, c'est ce qu'on va observer, en tout cas, grâce aux travaux sur l'expertise cognitive, et qui nous permettent, ces travaux-là, en fait, parce qu'on s'intéresse aux grands maîtres d'échecs. Pourquoi? Aussi pour mieux comprendre l'humain en général. Hein. Comment on fonctionne, qu'est-ce qui se passe concrètement quand on acquiert une connaissance, etc. Parce qu'on est tous experts dans un domaine, hein, dans notre quotidien, etc. On a développé des connaissances spécifiques. Donc, en fait, c'est Adriaan de Groot, qui est psychologue, qui est un des premiers, donc en 1945, à avoir étudié l'expertise cognitive. Et lui, il a recueilli ces données auprès de joueurs d'échecs, en leur demandant, en fait, à ces joueurs d'échecs de penser à voix haute pendant qu'ils jouaient aux échecs, tout simplement. Penser à voix haute, vous pouvez nous Penser à voix haute, ouais. Ça veut dire un petit peu, c'est vraiment une méthodologie qui est utilisée en psychologie cognitive, qui est souvent utilisée, c'est-à-dire penser simultanément à l'activité. Ça voudrait dire, je vous demande de réaliser une tâche et de penser à voix haute, de dire tout ce qui vous passe par la tête au moment où vous réalisez la tâche. Pas simplement décrire ce que l'on fait. C'est en quelque sorte brancher comme un micro sur la voix, les voix du cerveau. C'est pas avoir un discours sur la propre activité, hein, pas une description, mais c'est vraiment
laisser, c'est pas facile, en général on fait une phase d'entraînement avant de lancer le participant là-dedans, parce que c'est quand même quelque chose qu'on peut faire seul, mais quand il y a quelqu'un à côté, c'est un petit peu bizarre, puisque c'est un discours en fait qui n'est pas forcément clair, etc. Il y a peut-être une forme de pudeur qui se manifeste Tout dans un à fait. premier temps. Après, c'est au psychologue, l'expérimentateur, de mettre la personne dans des conditions en fait pour qu'il puisse verbaliser. Donc on demande aux participants de verbaliser, c'est-à-dire de penser à voix haute. Et ensuite, le psychologue, le chercheur, va analyser ces données, ces verbalisations en fait. Et donc c'est ce que Adrienne de Groot a fait à l'époque, donc avec des joueurs d'échecs, avec une dizaine de joueurs d'échecs. Il a demandé, puis il a fait, donc tout son livre de l'époque comporte des verbalisations des joueurs. Et il a étudié tout ça. Et en fait, il a mis en avant, grâce à cette grande analyse, ce qu'était l'essence même de l'expertise cognitive. Il a remarqué en fait que l'expert et le novice n'allaient pas se distinguer par leur capacité à calculer de grands coups aux échecs, des grands coups en avance, mais non, mais par l'organisation de leurs connaissances en mémoire. On va voir ce que ça veut dire. Donc leur organisation de leurs connaissances en mémoire. Donc ces connaissances sont différentes d'un point de vue qualitatif entre le novice et l'expert, ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'en gros, elles sont de nature perceptive, c'est-à-dire que, comme disait Adrien de Groot, qui était lui-même joueur d'échecs, le maître au jeu d'échecs, il ne va pas calculer un coup, il va le voir. C'est-à-dire que sa pratique, son expérience dans ce domaine, lui permet de percevoir les choses différemment. Un peu comme une capacité à lire la réalité, qui pour d'autres reste un amas de signes Exactement. Qui ne font pas sens car ils ne sont pas reliés. C'est vraiment une question de lecture, parce qu'on peut faire la métaphore avec l'apprentissage de la lecture. L'enfant, au départ, voit un mot, un assemblage de lettres. En revanche, la personne qui est habituée à lire n'a pas besoin d'aller, on va dire, analyser toutes les lettres du mot, mais en un simple coup d'œil, en voyant juste le mot, en faisant, on va dire, ce qu'on appelle une fixation oculaire, mais là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il n'a pas besoin d'aller voir toutes les lettres du mot, il va reconnaître le mot rapidement, puisqu'il a acquis une expertise dans la lecture. Donc, on l'a dit, l'expert voit différemment, puisqu'en fait, son expertise, donc ces connaissances-là deviennent qualitativement différentes de ceux des novices, puisqu'elles sont de nature perceptive. Elles vont vraiment agir sur sa perception des choses. Sa pratique, en fait, va influencer sa perception. La quantité est la même pour les deux. Exactement. Et c'est la qualité de la perception qui fait l'expert. Cette qualité, en fait, vient du fait qu'elles vont se réorganiser en mémoire. Ces connaissances que vous avez en mémoire vous permettent de voir les choses différemment. Donc cette organisation-là. Après, on peut le voir dans différents... Je vais faire un exemple pour que ce soit clair pour tout le monde. Si je vous donnais, par exemple, une partition de notes de musique à apprendre par cœur, si vous êtes complètement béotien, donc novice dans le domaine, plus que novice même, vous ignorez ce que c'est qu'une partition et les notes de musique, je vous demande d'apprendre ces notes. Il y en a, imaginons, une trentaine. Vous allez avoir des difficultés à mémoriser et à rappeler ces notes. En revanche, si vous avez des connaissances sur la musique, si vous êtes musicien, d'une simple lecture, vous allez voir une mélodie. D'accord ? Vous allez traiter l'information différemment, puisque vous allez donner du sens à cette suite de notes. D'accord ? Le traitement de l'information, si je comprends bien, suppose en fait que d'une sorte de masse éparse, on dégage une structure. Exactement, c'est ça. On dégage une structure d'une masse, comme ça. On va donner du sens à ce qu'on perçoit. Mais si on prend ce même exemple-là du musicien et du non-musicien, si je prends une partition et que je mets des notes, mais complètement au hasard, des notes de musique qui n'ont aucun sens entre elles, il n'y a pas de mélodie, on va dire, difficile, mais on va imaginer qu'elles sont vraiment posées aléatoirement sur la partition. Hommage à Pierre Boulez. Exactement. Donc, sauf si on a des connaissances là, mais
voilà, dans la musique contemporaine. Mais si je demande à un musicien et à un non-musicien d'apprendre cette partition où les notes sont aléatoires, là, le musicien et le non-musicien vont avoir les mêmes compétences mnésiques, de mémoire, on va dire, puisqu'en fait, pour eux, la difficulté va être de mémoriser, puisqu'il n'y aura pas de sens pour le musicien dans cette partition, puisque ce sera de manière aléatoire. Donc en fait, tous les deux ont des capacités de mémoire équivalentes, hein, et pourtant, si on met une partition avec une mélodie, le musicien, bien qu'il ait une capacité équivalente au novice, arrivera à mieux rappeler les notes. Un peu comme si donc l'expert s'était fabriqué ses propres outils de création du sens, comparé au novice. Exactement. Par ses connaissances, il va donner du sens à ce qu'il perçoit. Donc le traitement de l'information va être différent. Ça serait donc, c'est ça l'intelligence humaine? C'est ce processus? Ouais. Oui, c'est de l'acquisition de la connaissance, oui. Par ce processus de création de sens. Voilà. Alors, j'ai une question un peu peut-être inattendue concernant certaines formes d'autisme. On sait que certains autistes ont justement en quelque sorte une supériorité perceptive sur la plupart d'entre nous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors oui, par exemple, ça me fait penser à une personne qui est autiste Asperger, qui avait écrit un bouquin, mais j'ai complètement oublié le nom de cette personne, mais qui lui mémorisait, par exemple, le nombre pi. Jusqu'à des dizaines de décimales, c'est ça? Dizaines de décimales, voire centaines. Il avait appris par cœur, et donc on pouvait supposer qu'il avait une mémoire extraordinaire. Et en fait, qu'est-ce qu'il faisait, lui, pour apprendre cette série de chiffres? C'est qu'il allait donner du sens, en fait. Il prenait plein de chiffres, et puis il allait donner, soit en faisant des références historiques, ou en donnant des couleurs, des mélodies aux chiffres, etc. C'est-à-dire qu'il allait donner une profondeur de traitement à l'information. Il allait vraiment traiter l'information plus en profondeur, en associant à des choses, à des mélodies, à des couleurs, etc., à des faits, à des souvenirs. Donc, un traitement plus profond de l'information, ce qui lui permet de mémoriser mieux. Par des associations. Exactement. Qui créent donc cette densité, cette profondeur. Et du sens pour lui, en tout cas. Ça existe même en poésie, hein, avec les synesthésies baudelairiennes, par exemple. Mais alors, on pourrait nous dire, mais quelle différence entre l'autiste Asperger et l'expert? Quelle différence, surtout, c'est qui fonctionne a priori, là, dans cet exemple que je vous donne, attention, hein, sur l'autiste Asperger qui retient, dans ce cas précis où il va retenir, il va donner du sens, c'est à peu près l'équivalent, c'est le même processus, puisqu'il va donner du sens par ses connaissances à ce qu'il perçoit. Comment il va traiter l'information en donnant beaucoup plus de sens, donc il va plus facilement retenir les choses. Donc le processus serait apparenté, voire similaire, oui. Identique, mais comment différencier? Qu'est-ce qui fait qu'un expert est un expert et non pas un autiste, alors? Là, on va très loin. Là, c'est un petit peu... Qu'est-ce qui fait qu'un expert n'est pas un autiste? Mais est-ce que le fait de retenir une grande série de chiffres fait qu'on est un autiste? Je ne crois pas. Non. Donc là, la question n'est pas... C'est une question tout à fait Oui. profane. Hein. Vous avez bien fait. Donc ça n'a a priori rien à voir. Mais c'est un peu délicat le cas de l'autisme où il y a tellement de variété, une singularité sur chaque personne. Donc c'est un peu délicat de faire des généralités dans ce cas-là. Mais pour en revenir à l'expert dans ce contexte-là, il y a eu des travaux après de Groot, et toujours encore sur les jeux d'échecs, hein, parce que c'était plus facile à expérimenter, on va dire, où en fait, Chase et Simon, donc pour les citer, en 73, ont prolongé donc son expérience. Ils l'ont un petit peu amélioré, on va dire. Et ils ont demandé en fait à des joueurs d'échecs avec différents niveaux d'expertise. Donc, ils ont fait plusieurs groupes, hein, des joueurs d'échecs novices, des joueurs d'échecs intermédiaires et des joueurs d'échecs experts. Ils ont demandé, en fait, ils présentaient à ces joueurs d'échecs des configurations de jeux d'échecs, de parties réelles. On imagine une partie réelle qui est en train de se passer, puis on va prendre en photo l'échiquier et on va le présenter à ces joueurs d'échecs. Et on va demander à ces joueurs d'échecs de mémoriser ces configurations. Il y en a plusieurs.
Et ensuite, donc on leur présente seulement 5 secondes, et ensuite on leur demande de suite de rappeler ce qu'ils ont vu et de replacer des pièces sur des échiquiers. Et en fait, on s'est rendu compte, alors, on présentait soit une configuration qu'on appelle issue d'une partie réelle, soit une configuration aléatoire. Comme je parlais tout à l'heure d'une partition de musique avec des notes posées de manière aléatoire, là on prend cet exemple, on prend encore ce cas-là, c'est-à-dire qu'on va prendre une fausse configuration en fait, de jeu d'échecs, on va poser complètement les pièces de manière aléatoire, sans aucun sens. Et en fait, on se rend compte que dans la configuration aléatoire, quand on demande à tous les joueurs d'échecs de rappeler les pièces, la position des pièces, quand c'est une configuration aléatoire, les joueurs rappellent tous, peu importe leur niveau d'expertise, plus ou moins le même nombre de pièces. La fameuse tâche de rappel, c'est ça? Exactement. Qui en fait, quand on prend une configuration aléatoire, l'humain en général, et là dans cette expérience, le joueur d'échecs, qu'il soit expert ou novice, va rappeler plus ou moins à peu près 7, plus ou moins 2 pièces. Ça veut dire entre 5 et 9 pièces. Moins de 10%, donc c'est très Alors, peu. moins Donc. de 10%, non, parce qu'il y a que Oui, en cours d'une exact. partie, il peut y avoir une vingtaine de pièces. Il y en a Vrai. 32, si je dis pas de bêtises, 32 au départ. Mais voilà, ils vont rappeler 7 plus ou moins 2. Mais ça, c'est en fait, je fais exprès de vous parler de ça parce que c'est le chiffre, ce qu'on appelle le chiffre magique. 7 plus ou moins 2, ce serait la capacité, la limite en fait de votre mémoire à court terme. Je regarde si j'ai le temps de vous en parler, mais je pense que je vais vous en parler. Oui, nous avons Parce le que temps. c'est important. Il y a encore au moins une demi-heure. Hein. Oui, non, mais je vais faire cette parenthèse là maintenant. Sur le 7 plus ou moins 2, hein, dans le cas de la configuration aléatoire, quand je vous demande de rappeler le nombre de pièces, que vous soyez expert ou novice, vous allez rappeler le même nombre de pièces. C'est pour ça que j'ai écrit dans la partie résultat qu'il n'y a pas une différence de mémoire pure. Quand c'est une configuration aléatoire, qu'on soit expert ou novice, on va rappeler plus ou moins le même nombre de pièces. Pourquoi 7 plus ou moins 2, ce serait la capacité, la limite en fait de notre capacité de mémoire à court terme. 7 plus ou moins 2 éléments. Exactement. Information. Exactement, plus ou moins 2 éléments. Dans ce cas précis, plus ou moins 2 pièces, entre 5 et 9 en fait, hein, c'est une moyenne. Un peu comme si on faisait un jeu d'apprentissage de mots aléatoires. Voilà, c'est comme si des gens. On doit retenir une liste de mots. Exactement, je vous donne 50 mots d'un coup d'affilée, Mathieu, je vous dis pain, bureau, rideau, etc. Et 5 secondes après, je vous demande de me rappeler le maximum de mots possibles. Vous allez m'en rappeler en moyenne 7 plus ou moins 2 mots, c'est-à-dire entre 5 et 9. C'est une moyenne, bien sûr. Voilà, ce serait la limite de votre mémoire à court terme. Y compris pour le fameux expert. Donc. Exactement. En revanche, si on prend une configuration issue d'une partie réelle, donc qui a du sens pour l'expert en tout cas, là on se rend compte, dans ce cas-là, que l'expert va rappeler beaucoup plus de pièces que le novice. Le novice, autant qu'en partie de configuration aléatoire, il va en rappeler pareil, parce que pour lui, ça ne change rien. En revanche, l'expert, il a vraiment une lecture du jeu d'échecs, il y a un sens derrière. D'accord ? C'est donc dans le territoire du contexte que se manifeste l'expertise. Exactement. Bon. Exactement. Donc, l'interprétation de ces résultats, c'est quoi? C'est que l'expert, au travers de son expérience, de la pratique, etc., il va développer des connaissances particulières, ce qu'on appelle en anglais des chunks, qui veut simplement dire des regroupements d'informations. C'est un petit peu comme tout à l'heure, je vous parlais du mot, c'est-à-dire que lui, quand il voit des pièces ensemble, elles ont un sens, cette pièce, donc il fait un regroupement et il va en retenir beaucoup plus. C'est pour ça qu'il en retient beaucoup, beaucoup plus. Ok, donc on appelle ça un chunk. Donc là, c'est vraiment une découverte hyper importante en psychologie cognitive. Donc cette découverte des chunks, mais c'est évidemment grâce à Chase et Simon et à De Groot précédemment, etc. Ces accumulations d'expériences qui ont permis de mettre ça en évidence. Donc, dans le chunk, juste pour préciser, toujours, hein, c'est cette idée de sens, c'est porteur de sens. D'accord ? C'est comme l'idée du mot. Hein. Si vous demandez à quelqu'un qui est analphabète, par exemple, qui n'a aucune connaissance sur les mots, mais vraiment aucune, pour lui, c'est juste une série de lettres, ça n'a pas de sens. Donc il aura vraiment des difficultés à rappeler toutes les lettres. Pas de sens, si j'ose dire, pas d'endroit où aller, pas de direction. Le sens, c'est savoir où aller, littéralement, si on peut dire. Donc il ne sait pas
où poser son regard, il ne sait pas comment travailler, traiter l'information, c'est complètement ça. Et l'expert, grâce à ses connaissances, il donne du sens à son traitement d'information. Il sait où aller. Il sait où aller. Dans son territoire d'information. Exactement. Donc, on l'a vu que ce phénomène de chunk s'exprime aussi dans différents domaines, la musique, le sport, etc. C'était vraiment aussi validé par d'autres expériences qui ont été réalisées dans ces domaines-là. Donc, ensuite, et là, je vous en parle quand même de cette expérience parce qu'elle est importante. Parce qu'en fait, c'est la même expérience, sauf c'est Gobet et Simon en 96 qui ont repris, en fait, ils se sont rendus compte que la théorie des chunks était importante, mais ça ne suffisait pas à expliquer, en fait, tout chez l'expert au jeu d'échecs, l'expert peu importe le domaine. Ça ne suffisait pas à expliquer tout. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté la même expérience, tâche de mémorisation et de rappel, sauf qu'ils ont augmenté la quantité de matériel. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont proposé beaucoup plus de configurations aléatoires et réelles aux participants, mais beaucoup, énormément. Et ils se sont rendus compte, les mêmes résultats, donc les chunks existeraient, mais aussi ils se sont rendus compte que l'expert rappelait énormément de pièces. Donc c'est au-delà des chunks. Donc ces résultats-là ont permis de réviser cette théorie des chunks. Ils n'ont pas invalidé, ils l'ont révisée pour rendre compte donc de ce nombre de pièces anormalement rappelées. Ils ont alors proposé une nouvelle hypothèse. Et pour eux, la mémoire des experts renfermerait d'autres connaissances que les chunks. Elle renfermerait ce qu'on appelle des templates. C'est encore un terme anglais, mais ça veut simplement dire patron ou modèle. Donc un modèle ou un patron qui guide. C'est encore cette idée de sens, qui va guider le traitement de l'information. Et d'autre part, donc l'idée de sens, mais d'autre part, donc on se rapproche de notre fameuse abstraction, là aussi. Mais c'est là qu'on va en parler exactement, de l'abstraction. C'est un concept un peu flou, un peu abstrait. D'une part, donc l'intelligence, encore un peu d'étymologie de Bonalois, l'intelligence donc qui signifie qu'il faut relier les choses entre elles pour ensuite prendre du recul sur elles. Oui. Et faire cette abstraction. C'est ce qu'on va voir maintenant, exactement. Donc en fait, les templates, donc les patrons, les modèles qu'il y aurait en mémoire, donc ne seraient pas constitués que d'un découpage instantané d'une partie de jeu, mais en plus, elles seraient constituées de l'histoire d'une position d'une pièce, par exemple, en fait de variables. Ça rentre un peu dans les détails, mais en fait, c'est comme si, en plus d'avoir mémorisé la pièce dans une configuration particulière, donc dans une scène de jeu, on mémorise aussi les mouvements potentiels de ces pièces-là. Donc vraiment des connaissances à un plus haut niveau, en fait, un niveau d'abstraction plus élevé. C'est le principe quasi physique de l'abstraction, si j'ose dire, qui implique qu'on doive s'extraire d'une masse, qu'on doive surplomber, surmonter. La métaphore c'est complètement ça. Voilà, on a des connaissances qui s'imbriquent un petit peu. Bon là, je vous le dis comme ça, mais effectivement, c'est dur à se représenter. On a les chunks, donc ces regroupements de ces connaissances spécifiques dans le domaine. Plus après, ces templates, donc ces modèles sur ses propres connaissances, et on monte en abstraction comme ça. Plus on acquiert une compétence, une expertise dans un domaine, plus on a des connaissances abstraites sur ce domaine. Donc, on perçoit encore une fois un niveau différemment les choses. On voit encore différemment les choses. En tout cas, on est toujours expert que dans un domaine. Enfin, expert que dans un domaine. Ces compétences-là, c'est dans un domaine précis. Mais en tout cas, ça renforce, je dirais, l'aspect qualitatif du processus. Exactement. C'est vraiment d'un point de vue qualitatif. C'est un petit peu, par exemple, vos connaissances en mémoire. Je vais juste faire encore une parenthèse pour que ce soit clair pour tout le monde. Une petite métaphore. Tout à l'heure, on parlait de mémoire à court terme, mémoire à long terme. En général, tout le monde connaît ce genre de terme où on dit voilà, j'ai une mémoire à court terme et une mémoire à long terme, etc. Bon, aujourd'hui, on ne parle plus de mémoire à court terme, mais c'est pas grave, c'est pour prendre l'exemple, on parle de mémoire de travail, peu importe. C'est un petit peu, par exemple, si je vous donnais un exercice de maths à réaliser, de mathématiques. Vous êtes sur votre bureau, et votre bureau, on va imaginer que c'est votre mémoire à court terme, appelée aussi mémoire de travail, qui a plus de sens pour le coup.
Comme un bureau, c'est mon endroit, mon lieu de travail. Je vais raisonner sur ce bureau, donc dans la mémoire mémoire à court terme. Et ma mémoire à long terme, ce serait, métaphoriquement, ma bibliothèque, mes connaissances en mémoire. Donc je vais raisonner sur mon problème de maths, comme ça, je suis sur mon bureau. Donc on me donne l'exercice, je prends les informations qu'on me donne, je les mets sur mon bureau, donc en mémoire à court terme, hein. Il faut l'imaginer. Et je vais activer en mémoire à long terme des connaissances, mes connaissances qui sont nécessaires pour résoudre le problème de mathématiques. D'accord ? Donc c'est ce qui se passe un petit peu là, donc, sauf que l'expert, lui, a des connaissances. Ces connaissances qui sont rangées sont sûrement rangées différemment. C'est ça, voilà. Quoi qu'il en soit, la bibliothèque représente métaphoriquement l'idée d'un rangement, d'un classement, d'une structure sur laquelle on a un recul et donc une prise. Et le bureau, ça parlera sûrement aux gens de sciences humaines, dit-on, serait un peu désordonné et c'est l'outillage qui permet de leur donner. Là, juste pour finir la métaphore, hein, pour qu'on soit bien d'accord, je vais résoudre mon problème de maths. J'ai mis des informations que j'ai prises en mémoire à long terme sur mon bureau. J'ai pris l'information du problème que j'ai pris de l'extérieur, de l'environnement. Une fois que le problème est passé, hop, ma mémoire à court terme, ma mémoire de travail est débarrassée de ces informations-là, hein. Elle ne sert vraiment que pour raisonner au moment précis. Donc, mais ce qui est intéressant, cette métaphore de la mémoire à long terme, voilà, ce réseau de connaissances en mémoire. Plus vous allez être expert dans un domaine, plus ces connaissances sur le domaine seront réorganisées, etc. Il va y avoir un réseau qui va se former, des liens entre les connaissances, etc. C'est pour ça qu'on parle de templates, des liens entre les pièces, les règles, etc., etc. Donc, le template, c'est un peu comme un cadre de pensée abstrait qui va guider le joueur dans l'évolution de la partie. D'accord ? Donc, pour revenir vraiment à ce qui va différencier l'expert et le novice, donc ce ne sont pas les capacités cognitives fondamentales, hein, ce n'est pas une question de place de mémoire énorme, non, ça n'a rien à voir avec ça, c'est une question de la structure de la mémoire, donc de l'organisation de cette bibliothèque, hein, donc de l'organisation de ces connaissances en mémoire, et aussi du développement spécifique, du développement de ces connaissances spécifiques comme le chunk et les templates. Donc ce qui va entraîner pour ce qu'on a vu tout à l'heure, le maître du jeu d'échecs va jouer plusieurs parties en même temps. Donc lui, grâce à son expertise, il va gagner du temps lors de la résolution de problèmes du jeu d'échecs. Il va voir différemment les choses, etc., etc. Et ces connaissances vont vraiment orienter son jeu. Donc, pour la suite, une petite question, non, Mathieu ? Non. Tout simplement, j'ai l'impression qu'on s'approche un petit peu d'un paradoxe, hein. On a l'impression que finalement l'expert est celui qui est le plus éloigné, qui arrive à s'éloigner le plus de son domaine, tout en le supervisant. Être expert finalement serait être en hauteur, vraiment avec une distance finalement sur son sujet. Oui, c'est un petit peu ça. Ça reprend l'étymologie du mot expert d'ailleurs. Oui, on peut dire ça, hein. Il y a l'idée qu'il faut sortir de la matière, sortir par le haut, hein, gravir une sorte de montagne d'informations, puis prendre son envol. J'acquiers des connaissances comme ça, par la pratique dans un domaine particulier, et au fur et à mesure, je monte en abstraction, donc j'ai un regard sur mes propres connaissances. C'est ce que vous disiez, hein. Je sors de mes connaissances pour les observer et développer des stratégies. Alors, dans ces cas-là, on a parlé de mise en réseau dans un premier temps, puis de prise de distance. Quel lien entre l'intelligence et l'expertise ? Alors, c'est une grande question qui a été posée plusieurs fois d'un point de vue expérimental, hein. D'ailleurs, je vous ai mis 3 résultats d'expérience. Et en fait, juste pour vous mettre en avant l'idée que, par exemple, plusieurs auteurs ont mené cette expérience entre l'expertise, toujours au jeu d'échecs, hein, parce que c'est beaucoup plus facile en fait à expérimenter, tout simplement, hein. On peut le faire dans le domaine, mais souvent les jeux d'échecs, ça a été le terrain le plus favorable pour les expériences en psychologie cognitive. Mais voilà, là, par exemple, dans ces 3 cas d'expérience-là, par exemple, la première, Grabner et ses collaborateurs, en 2007, ils ont essayé de voir le lien qu'il y avait entre intelligence et niveau d'expertise. Ils n'ont trouvé aucun lien.
Alors que Friedman et Lynn en 92, eux, ils ont fait passer le test d'intelligence de Wechsler, donc la WISC, qui est en général assez connue, à 33 joueurs d'échecs, et ils ont vu un lien significatif entre un niveau d'intelligence et un niveau d'expertise. En revanche, d'autres chercheurs, comme Milalik, MacLeod et Gobet, en 2007, eux, toujours ce lien entre expertise et test d'intelligence, ils ont trouvé un lien négatif. Donc, traditionnellement, on entend parfois des gens dire ah, lui, il est très intelligent, lui est très instruit. Ce n'est pas la même chose. Le bon sens populaire se plaît souvent à poser ces distinctions. Alors vous, Laurence, qu'en pensez-vous? Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, après ça dépend. En fait, il y a une grande difficulté à faire cette mesure-là, à l'expérimenter. Pourquoi? Parce que ce sont des facteurs qui sont imbriqués. On ne sait pas entre les prédispositions innées et les facteurs environnementaux. On dit très souvent, chez lui, c'est inné, ou il a un don. C'est quand même délicat. Qu'est-ce que ça veut dire pour la psychologie cognitive? C'est difficile à mesurer déjà. Ce qui est inné de ce qui est environnemental, faire la part des choses. Donc la psychologie cognitive, d'un point de vue expérimental, elle dit plusieurs choses différentes. On va y revenir sur ça. Mais je voulais dire... Donc il y a une difficulté de mesurer. Mais voilà, ce que vous disiez par rapport à l'intelligence, il y a beaucoup de préjugés sur l'intelligence. Déjà, c'est très à la mode de faire passer le test de QI. Je vais en parler. Je vais faire une petite parenthèse sur ça parce qu'il faut juste savoir que ce sont les psychologues qui ont la capacité de faire passer ces tests de QI. Déjà qu'ils l'enseignent et qui font les recherches dessus, ce sont les psychologues qui sont spécialistes de l'intelligence humaine, mais seulement un psychologue est capable de faire passer un test de QI. C'est de plus en plus à la mode, on veut faire passer un test de QI à nos enfants, etc., nos neveux. Une mode qui reposerait sur l'idée qu'un test T à un moment M serait immuable, alors peut-être. Oui, c'est un petit peu cette idée-là. Un côté un peu rassurant, finalement. Ça rassure beaucoup les catégories, effectivement. Donc, on veut absolument faire passer ce test. Donc, en pensant effectivement qu'il y a un côté immuable, comme si demain vous faites passer le test donc avec un psychologue, et on peut se poser la question, déjà le psychologue se pose la question, est-ce que je vais donner le résultat aux parents? Pas obligé, parce qu'en fait, le test de QI, c'est juste un outil de mesure. C'est comme un petit peu, je prends la température d'un enfant, ça me donne la température à un moment donné, mais la température évolue. Mais le test de QI, c'est un petit peu ça. Je vais mesurer, etc. Mais je vais m'en servir en tant que psychologue comme un test. C'est un outil de travail, c'est tout. Ça n'a aucun intérêt, peut-être, de le dire, à part peut-être pour rassurer les parents ou quoi, etc. Mais voilà, c'est très variable, parce que ça dépend le contexte, ça dépend les émotions. De plus en plus, on étudie cognition et émotion, parce qu'on sait que les émotions ont un impact énorme sur la cognition humaine. Je prends un exemple qui a dû arriver... Je ne sais pas si ça vous est arrivé, Mathieu, mais en examen, quand vous étiez étudiant, si on est très stressé lors d'un examen, on se met une énorme pression, on a bien travaillé, mais le jour de l'examen, on ne sait plus. Et une fois que l'examen est terminé, on se souvient. On n'a pas réussi à chercher en mémoire les informations que l'on avait. Parce que l'émotion, le stress, c'est important. Bon, le stress, c'est très bien aussi, c'est pas que négatif, mais le stress, à ce moment-là, vous a empêché d'aller récupérer en mémoire les informations qu'il fallait mettre sur votre copie. Alors qu'une fois que le stress passé, c'est revenu. L'expert, lui, donc, est aussi capable de surmonter ce stress, ou de s'y habituer. Il est habitué à une forme d'effort, peut-être. Déjà, cette dimension de l'effort dans l'expertise est-elle importante? Alors, on va en parler juste maintenant, parce que la question qu'on peut se poser, c'est aussi... mais comment vraiment devenir expert? Si je veux devenir expert, si vous voulez devenir expert demain au jeu d'échecs, comment procéder? Question qu'on peut se poser. Les étudiants qui nous regardent et qui nous écoutent ou nous écouteront, voilà. Nous regarderons aussi. Donc on peut toujours poser la question, est-ce que c'est une prédisposition innée? On parle de dons, etc. Bon, je ne sais pas. De dons, un entraînement, qu'est-ce que c'est? On sait que c'est un entraînement. On sait que, en fait, il y a eu des expériences qui ont été menées. C'est nécessairement un entraînement et une pratique dans le domaine qui amène à l'expertise. Mais pas que. En fait, il y a une expérience qui a été menée par Campitelli et Gobet. Gobet, juste pour information, c'est Fernand Gobet, c'est un chercheur français, en fait. C'est tellement rare qu'il y ait un chercheur français dans les articles très connus, enfin dans les expériences très connues, etc. Bon, il est je sais plus, je crois qu'il est en Angleterre maintenant.
Mais voilà. Donc eux, ils ont monté une expérience et en fait, en conclusion, ils ont juste dit que oui, il fallait une pratique, ce qu'on appelle une pratique délibérée, je vais en parler, hein, que c'est une condition nécessaire qui amène à l'expertise, mais qui est une condition qui n'est pas suffisante. Donc il y aurait peut-être des prédispositions innées, l'éducation, on sait que ça a un impact, etc. Puis il y a tellement de choses, c'est difficile d'avoir des idées comme ça, très stables sur c'est tellement particulier, complexe, on va dire, multifactoriel, l'humain, qu'il est difficile de dire exactement d'où ça vient. Mais on sait que la pratique, en tout cas, c'est une nécessité, mais c'est absolument pas suffisant pour être un expert. En tout cas, pour en revenir à cette idée d'effort, effectivement, souvent, même les étudiants que j'entendais, enfin, les étudiants en psychologie, pour une anecdote, souvent souffraient comme ça quand on leur donnait des choses à faire, du travail à faire. Ils disaient mais c'est très difficile, même de lire un article en psychologie cognitive, on a des difficultés, parce que souvent ils sont en anglais, bon je comprends que c'est difficile. Mais souvent on oublie qu'il faut fournir un effort, c'est plus trop à la mode, hein, les efforts. Hein. Mais effectivement, ils souffraient, je leur disais mais si vous souffrez c'est positif, c'est qu'il se passe quelque chose dans votre cerveau d'un point de vue déjà neurobiologique, hein, parce qu'il y a des connexions qui se font, hein, on le sait. Hein. Le cerveau est plastique à tout âge. Vous êtes capable d'apprendre à tout âge. Des connexions nouvelles se forment, ça on le sait. Mais bon, ça demande un effort. Il n'y a pas de magie. Hein, y a pas de... On sait que si on veut apprendre la guitare, on sait qu'on va devoir pratiquer. Ça, par contre, on l'a compris. En sport, on a compris aussi qu'il fallait absolument pratiquer. En revanche, au niveau des études, bon, souvent, je ne vais pas dire ça de tous les étudiants, bien sûr, parce que... mais souvent, l'idée générale, c'est bon, je lis un texte, je ne l'ai pas compris, mais je laisse tomber. Pourquoi pas le lire 6 fois d'affilée? Non. L'effort, peut-être, implique justement, encore une fois, cette nécessité d'être conscient d'un processus, de se voir travailler. Exactement. On reprend l'idée d'habilité, ce qu'on appelle les habiletés métacognitives. Alors, commentons ce fameux terme. Hein, voilà, c'est un petit peu l'idée d'avoir des connaissances sur la manière dont on apprend les choses, ces connaissances sur comment on fonctionne. Donc, pour en revenir à la pratique délibérée, pour être expert, si Mathieu, vous désirez devenir expert dans les jeux d'échecs, il va falloir déjà travailler tous les jours. Bon, énormément. Mais au-delà de ça, donc faire cette pratique, une pratique délibérée, ce serait de s'observer pratiquer. Une fois que vous avez acquis une certaine pratique, une certaine expérience, il va falloir commencer à penser sa pratique. Là, ça demande énormément d'efforts, mais bon, on revient donc à l'effort qui fait la différence. Hein. Exactement, c'est l'effort, c'est cette capacité de s'observer qui demande un énorme effort, mais c'est par cet effort-là, par cette difficulté, c'est quand on souffre, quand on apprend, qu'il se passe quelque chose, que vraiment on est en train d'acquérir une connaissance plus intégrée en fait. Donc, puisque nous approchons de la conclusion, si on devait retenir quelques grands termes caractéristiques du processus d'expertise, ce serait peut-être donc le recul, la prise de distance, qui est issue de l'effort et donc de cette connaissance de soi-même en train de connaître, c'est-à-dire la métacognition. Tout à fait. Mais en ayant vraiment pour but d'améliorer ses performances, c'est-à-dire vraiment en pensant à des stratégies, etc. Voilà. C'est la difficulté, mais ça c'est connais-toi toi-même, etc. Bon, c'est vraiment c'est dur de ne pas y penser, effectivement. Tout à fait. Donc c'est vraiment ça qu'il faudrait développer. Mais j'ai pas terminé parce que j'aimerais juste faire. Je vous en prie. Voilà, on va juste quand même conclure sur l'expert là au jeu d'échecs, etc. Mais qui est expert dans n'importe quel domaine, on l'a validé dans d'autres domaines. Donc l'expérience acquise dans un domaine se réalise donc selon 3 axes. On va avoir une augmentation du nombre des connaissances, forcément. Même quand on débute au jeu d'échecs, on a déjà une augmentation du nombre des connaissances sur le jeu. Hein. Une construction, on l'a vu, des connaissances abstraites, donc des connaissances appelées aussi de haut niveau de généralité, et forcément une réorganisation de ces connaissances en mémoire. Donc l'expérience va permettre d'acquérir des connaissances ainsi que de créer des liens entre elles. Ce qu'on a vu un petit peu à la bibliothèque tout à l'heure. On réagence la bibliothèque, on va ranger les choses et on verra qu'il y a des liens entre des connaissances, etc., etc. Donc, pour juste parler un petit peu de créativité, parce que je l'avais dit sur le résumé de la conférence, parce que c'est aussi le sujet de ma thèse de l'époque,
Il y a plusieurs travaux donc, qui ont parlé de ces deux concepts-là, donc expertise et créativité. Déjà, juste, je vous embête juste 5 minutes avec ça, mais voilà, qu'est-ce que c'est que donc la créativité? Là, dans ce cas-là, je ne parle pas d'art, hein, je parle seulement de conception créative. Ça veut dire, par exemple, on étudie souvent la créativité chez les designers, donc chez les ingénieurs, les concepteurs. Par exemple, je prends un exemple de designer très connu comme Stark, qui va faire des chaises, des lampes, etc. Bon, peu importe. Des presses-agrumes en forme, oui. de tripode. Exact, personne ne sait trop, mais effectivement, ça ressemble à une araignée, ça ressemble à quelque chose de venu de l'espace. Bon. D'ailleurs, c'est un exemple que j'avais mis dans ma thèse où, en fait, il avait imaginé ce presse-agrumes, d'ailleurs, qui ne fonctionne pas bien. Il avait imaginé ce presse-agrumes en mangeant un calamar. Et en pressant un citron sur un calamar au restaurant. Ça, ce serait le processus créatif, d'association. Ça ressemble un peu, ça illustre. Encore une fois, le sens commun a parfois tendance à dire que l'expert, finalement, est aveugle à ce qui n'est pas son domaine. Or, vous êtes en train de nous expliquer il y a eu beaucoup d'expériences sur ça, d'ailleurs. Dommage, je n'ai pas parlé aujourd'hui parce que c'est trop long. Mais effectivement, il y a eu beaucoup d'expériences qui mettent en avant le fait que l'expert est aveugle dans d'autres domaines. Mais, grâce aussi aux expériences sur la créativité, on voit les choses différemment. Pourquoi on va en revenir à ça? C'est que, on prend l'exemple de Stark ou pas, mais peu importe. Donc là, dans cette idée d'expertise et de créativité, on va étudier des designers novices et experts dans leur résolution de problèmes de créatifs. Un problème créatif, c'est juste un problème de conception, de design, qui a plusieurs solutions possibles. C'est un problème dit ouvert, donc plusieurs solutions possibles. Donc on dit que c'est créatif puisque chaque solution, selon la personne, sera différente. Donc en fait, on s'est rendu compte que le designer, pour être créatif, il va se servir d'un raisonnement, ce qu'on appelle un raisonnement par analogie. En fait, il va s'inspirer de domaines différents. Par exemple, si je veux concevoir, je ne suis pas designer, mais si je veux concevoir une chaise, pour être un peu original, je vais m'inspirer d'autres domaines, du domaine de la nature par exemple. Mais plus je suis expert dans ce domaine du design, le domaine du design, de la créativité, plus je suis habituée à m'inspirer, on va dire, d'autres domaines, parce que je perçois aussi les choses différemment. On a vu tout à l'heure avec les jeux d'échecs que notre expertise nous amène à percevoir les choses différemment. Donc plus je vais pouvoir m'inspirer d'autres domaines, de la nature par exemple. Je prends un cocotier, je vais réussir à faire un transfert analogique avec les propriétés, enfin, je vais amener les propriétés du cocotier, certaines propriétés, et les mettre sur la chaise et créer cette chaise super originale, etc. Évidemment, je vulgarise énormément, hein. Mais voilà, ce transfert analogique, cette perception de ces sources d'inspiration-là est facilitée chez l'expert. Donc une expertise qui finalement soit s'effacerait au profit de la créativité, ou bien une expertise, pour le dire autrement, qui peut-être n'aurait plus de domaine précis, mais qui serait simplement une pratique adaptable à... Dans le design, enfin en tout cas, quand on parle de créativité comme ça, effectivement, comme ça se joue sur la perception et que le designer est habitué, s'il veut être créatif, à chercher l'inspiration, il va donc avoir en général une connaissance assez large, etc., une culture assez développée, mais il va percevoir les choses différemment et réussir à transférer plus facilement. Le designer novice aussi a une grande culture, mais il va avoir des difficultés à transférer, à faire ces transferts analogiques, alors que l'expert est habitué, parce qu'il perçoit au fur et à mesure de son expérience différemment les choses, grâce à ses connaissances abstraites en fait, hein. On en revient donc à l'intelligence. Toujours. La cognition, c'est ça, c'est un petit peu synonyme d'intelligence, hein, de pensée, de raisonnement, etc. Comment on pense, c'est la vraie question. Et juste pour terminer sur la créativité, on s'est rendu compte, c'est encore évidemment du conditionnel, mais beaucoup d'expériences ont mis en avant le fait que plus on va raisonner de manière interdomaine, qu'est-ce que ça veut dire? Comme j'ai dit tout à l'heure. Très important pour nous, universitaires. Voilà. Plus je vais aller chercher l'inspiration dans les domaines très loin du domaine dans lequel je suis en train de concevoir, par exemple la chaise, je peux aller voir d'autres chaises, je peux aller voir aussi dans d'autres domaines, plus je vais tendre vers ce raisonnement interdomaine, plus, normalement, je tends à être créatif, original du moins. Ça va entraîner cette augmentation de créativité. Je vulgarise, c'est très
réducteur là, mais c'est un petit peu cette idée hein, qui se passe. Hein. Je vais conclure juste, et après on va... Si vous avez des questions, Mathieu, n'hésitez surtout pas. Mais conclure par rapport à ça, hein. Qu'est-ce que ça nous a amené en plus? Donc, sa dernière slide, je vous rassure, mais qu'est-ce que ça nous a... Donc, sur les jeux d'échecs, etc., l'expertise cognitive, mais aussi en créativité, qu'est-ce que ça nous a apporté comme idée? C'est au travers l'expérience, l'expert recatégorise. Je reprends mon idée de bibliothèque. Hein. J'ai rangé mes livres d'une manière, je peux les ranger autrement. Hein. Je peux changer les libellés aussi, hein, des catégories. Hein. Bref, je vais recategoriser mes connaissances sur le monde, donc qui m'entoure, etc. Je vais recoder les propriétés des objets. Bon, ça, je vais rentrer dans les détails. Et ces mêmes connaissances, elles forment donc un réseau de connaissances qui sont liées entre elles. Et au travers de l'expérience, on voit que ces liens entre ces connaissances peuvent être renforcés ou diminués et peut aussi entraîner la création de nouveaux liens entre nos connaissances en mémoire. Et comme dit André Tricot, qui est un chercheur français à Toulouse, apprendre, donc en fait, consisterait à élaborer une connaissance nouvelle ou à transformer une connaissance ancienne et l'intégrer dans ce réseau de connaissances comme ça. Hein. Donc plus j'apprends, plus j'intègre des connaissances, plus je vais recréer des liens entre elles, etc. Donc, comme le dit Davis en 94, déjà en 94, apprendre, donc cette idée-là, c'est aussi restructurer en fait ces connaissances, donc agir sur nos connaissances plus ou moins abstraites. Donc, ce qui permet aux experts, comme on l'a dit tout à l'heure, d'avoir des habiletés métacognitives. Voilà. Donc, ces connaissances qui sont rangées, la métaphore, elle est limite, hein, la métaphore de la mémoire bureau-bibliothèque, parce qu'en fait, c'est plus un continuum, la mémoire, plutôt que deux choses séparées. Hein. Mémoire à court terme, mémoire à long terme, ça fait bien longtemps qu'on sait que ça ne fonctionne plus comme ça. Hein. Mais c'était juste une métaphore pédagogique. Hein. Donc, ce n'est pas du tout deux zones, mémoire à court terme, mémoire à long terme. C'est plutôt un continuum. Mais c'est un peu cette idée de la bibliothèque. Je range mes connaissances et je les réorganise au fur et à mesure. Et après, j'ai des connaissances sur mes connaissances, etc. etc. Donc, voilà. Merci beaucoup, Laurence Moscardini. Les références, voilà, si ça vous intéresse. Mais bon, ça, c'est des références qui m'ont servi, en tout cas, pour réaliser la conférence, qui sont importantes. Après, j'ai des livres, hein, si ça intéresse des personnes. Mais voilà, merci en tout cas de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Alors, y a-t-il des questions? En tout cas, merci pour ce... Sur le QI, oui. Les tests de QI ont été inventés. Hein. Oui. Donc, comment connaît-on la valeur de ces tests d'après les humains qui les ont inventés? Je m'explique peut-être mal. Allez-y, alors. Oui, les gens qui se sont permis d'inventer ces oui. tests, étant sûrs de leur intelligence, de l'intelligence des créateurs. On se pose la question de l'intelligence des créateurs des tests sur l'intelligence. Oui. Bon, c'est un outil de mesure. Après, on leur donne une énorme importance aujourd'hui. Hein. Mais effectivement, c'est Alfred Binet et bien d'autres qui ont créé ces tests. Mais tout ce qui teste, créé, même les chercheurs, là, les expériences, un petit peu pareil, c'est un peu des tests aussi, hein, les tâches, les mémorisations, on leur demande des choses particulières. C'est la méthodologie de la recherche. Donc effectivement, même nous, chercheurs, on se pose des questions, c'est-à-dire que nous aussi, on acquiert de l'expérience dans des tests, etc. Mais comment on met en place nos expériences, nos études expérimentales? Et on se pose des questions. Après, il y a des outils qui nous permettent de valider nos tests. Ce sont les statistiques. Exactement, de les valider ou de les infirmer. Ça, c'est une méthodologie de la recherche qui s'apprend aussi en épistémologie, qui est nécessaire, qui est oubliée parfois, aussi par l'éthique, il ne faut pas l'oublier, et les statistiques. Donc tout ça, etc. Mais effectivement, c'est des années et des années, des dizaines d'années de travail. Donc encore aujourd'hui, il y a des tests qui s'adaptent plus ou moins à des enfants, à des contextes particuliers, etc. Peut-être pour compléter ce qui vient d'être dit, le test de QI à l'origine s'inscrit dans un mouvement, dans un sens méthodologique, un processus à un moment donné, mais que dans le même temps, la méthodologie et ses résultats sont, si j'ose dire, peut-être accaparés à des fins figées par des gens qui ne sont pas dans une logique méthodologique de recherche.
Et c'est peut-être de cette façon que l'on a tendance à brandir les tests de QI comme des tests sanguins ou des tests Oui. purement biologiques sur, je dirais, la physiologie d'une personne, avec les dérives Oui, parce que que ce n'est absolument l'on pas connaît. stable, un test de QI dans le temps, hein. C'est important de effectivement, le dire, je pense. mais Hein. c'est une mode, etc. Ça rassure énormément les parents, tout le monde, etc. Et il y a, j'aime pas ce terme, mais je vais le dire, il y a un business aussi. Hein. Le business du test de QI et d'autres tests. Hein. C'est un business énorme. On doit prendre les résultats du test du QI de manière relative. Tout à fait. Mais c'est le psychologue qui fait ce travail. C'est au psychologue d'avoir une éthique. Hein. En général, ils l'ont. Hein. Je sais, certains peut-être pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est le psychologue doit se poser la question, est-ce que je transmets l'information, le résultat, aux parents? Est-ce que je donne la note? Est-ce que je donne la note? Quel intérêt j'ai à donner la note? Est-ce que l'on passe en gros donc, de l'observateur, du chercheur, à la personne concernée peut-être justement à titre génétique en se disant voilà j'ai engendré Oui. ou un génie ou un individu un peu déficient. Enfin, Oui. je caricature. Oui, puis juste des inquiétudes pour parler, parce que c'est vraiment une inquiétude, une inquiétude sincère des parents, ce qui est complètement compréhensible. Souvent, on catégorise les enfants parce que ça rassure, mais souvent on catégorise, on pense que c'est une fatalité. Je vous rassure, normalement il n'y a pas de fatalité. On peut apprendre à tout âge. Le cerveau est plastique, on le sait. Donc peut-être dans un contexte différent, etc. L'enfant qui a des difficultés scolaires peut l'année d'après ne pas en avoir. Mais souvent, c'est multifactoriel. La question, c'est de se poser, c'est aussi d'où ça vient, pourquoi ces difficultés. Mais c'est pas une fatalité. C'est rarement une fatalité. Hein. D'accord? Donc, c'est pour rassurer les parents que je dis ça qui écoutent, mais s'il y en a, mais c'est juste pour dire, voilà, si demain votre enfant a des difficultés scolaires, voilà, peut-être que plus tard, il n'en aura pas. Enfin, il n'y a pas de fatalité sur ça. Il faut sortir de cette idée-là. Il faut vraiment sortir de ça. C'est effectivement une logique assez proche d'une forme de consumérisme hein, qui a transformé ces tests tout à fait. en éléments que l'on demande. Il y a de grandes dérives, ouais, tout à fait. Mais il y a aussi de très bons psychologues qui ont une grande éthique, donc il n'y a pas d'inquiétude non plus. Les psychologues sont là et les chercheurs en psychologie pour défendre aussi cette approche-là de l'humain. Hein, mais effectivement, il y a des grandes dérives comme dans tout. Hein. Ce qui est important aussi, c'est que le chercheur n'oublie pas de transmettre ses connaissances, les dernières... les recherches, sur les recherches, etc., c'est la communication qui est nécessaire. Tout le temps communiquer. Parce qu'effectivement, cognition, métacognition sont des termes un petit peu, des concepts aussi déjà abstraits, mais pour appréhender les choses, puisqu'on entend beaucoup de choses sur l'intelligence. Hein. C'est tout le temps, toujours, évidemment. Mais le chercheur, c'est pour ça qu'il est maintenant enseignant-chercheur, se doit de transmettre ses connaissances, et le chercheur aussi en psychologie cognitive, communiquer en fait sur ça, tout le temps, pour aller au-delà des préjugés, des mauvaises interprétations, etc. Mais on n'a pas parlé aussi on voulait parler de pluridisciplinarité, Mathieu. Oui, c'était sur la conclusion de ce dialogue. Et la métaphore de l'expert aveugle qui, en fin de compte, gagne à aller dans le sens, à donner encore plus de sens grâce à la pluridisciplinarité. Mais ça nécessite effectivement encore plus de recul, plus de connaissances, plus d'efforts. Mais le processus, d'une part, intéresserait sûrement les psychologues. Et en termes d'efficience de l'enseignant-chercheur, en termes de capacité d'intervention étendue, ça me paraît être une perspective à la fois banale, mais indispensable. Oui, mais même d'un point de vue formation universitaire, on va dire, on acquiert tous des connaissances comme ça, en psychologie cognitive, par exemple. Mais l'homme n'est pas que cognitif, hein. Il s'inscrit dans un groupe, dans une société, dans une culture, dans un langage, etc. Et souvent, on devient expert nous-mêmes dans un domaine, puis on devient, comme tu disais, aveugle après.
aux autres domaines, peut-être. C'est peut-être pas automatique, mais c'est Tout à fait. un écueil possible. Mais en tout cas, l'université, prise comme ça, on va dire, voilà, on devient spécialisé dans un domaine. Après, on le ressent peut-être en doctorat, où on a besoin d'aller un peu puiser ailleurs. Mais voilà, l'idée aussi, après, en tant qu'enseignant-chercheur, c'est aussi de ne pas oublier on ne peut pas expliquer l'homme que d'un point de vue cognitif. Donc aussi, ces connaissances, l'homme aussi, même est un corps. Je parle autant de podologie, ça peut paraître fou, hein, mais la manière dont on se positionne sur le sol, etc. D'un point de vue kinesthésique, d'un point de vue machin. Donc c'est tout on oublie parfois, on devient expert pour l'homme, et non, il y a aussi des choses qu'on ignore, la sociologie, etc. Donc c'était juste pour faire une parenthèse, parce que je voulais citer Edgar Morin, en fait, pas oublier aussi la pluridisciplinarité, qui serait aussi l'avenir, je l'espère. Il ne s'agit pas de galvauder chaque domaine en disant qu'après tout, voilà, on ne doit se piquer de rien. Alors effectivement, c'est un idéal de mais peut-être gentilhomme. collaborer, tout simplement. Mais voilà, d'un point de vue collégial, mais en premier lieu, d'un point de vue personnel, Oui. il s'agit d'aller sans crainte vers les autres disciplines. Ne pas les oublier, en fait. Hein. Et ne pas oublier les autres chercheurs, en fait, hein, parce que souvent, on se situe dans des laboratoires entre nous, etc. Et peut-être de ne pas oublier d'aller communiquer, collaborer avec d'autres chercheurs. Ça se fait, hein, attention, hein, mais c'est juste pour dire que on devient expert dans un domaine, il faut oublier qu'il y a d'autres domaines aussi, tout simplement. C'est peut-être un énième paradoxe je dirais, de la différence entre l'intelligence humaine et la logique. La logique voulant peut-être qu'on mette en pratique ce que nous enseigne de manière abstraite les conclusions de l'étude de ces processus, tandis que l'intelligence et l'opinion que l'on se forge, comme disait Bacon, eh bien, nous fasse contourner les choses. Alors, on arrive souvent à de l'efficience, mais au prix parfois de quelques dommages collatéraux. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ce sera donc le mot de la fin. Voilà. Merci Laurence, merci beaucoup. Merci à vous de votre attention. Merci beaucoup à tous. Et à très bientôt. À bientôt.